Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise Alphabet ou plus connue sous Google. Bon, avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, donc je vous rappelle que je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier. Donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. À vous de faire votre propre analyse. Bon, on va regarder l'entreprise selon le plan habituel, donc on va présenter rapidement son business model, on va se pencher sur les chiffres. Alors la concurrence, on va pas analyser parce que c'est une entreprise un peu à part selon moi. On fera une petite note d'analyse technique et puis j'essaierai de conclure. Alors, on va passer vite parce que vous la connaissez toutes. Donc, Alphabet, c'est l'entreprise de Google. C'est donc une méga cap qui représente actuellement 1800 milliards de capitalisation boursière. Bon, si on doit la classer, c'est plutôt, elle fait partie des fast growers malgré sa taille énorme selon les critères de Peter Lynch. Et puis, bien sûr, elle agit dans le secteur de la tech. Alors, son business model est représenté selon la manière suivante. Donc, il y a une grosse partie de revenus qui sont d'origine publicitaire. C'est environ 80%. Donc, vous avez la partie Google Search, donc le moteur de recherche. Vous avez 58%. Vous avez YouTube, c'est environ 11% des revenus. Et puis après, vous avez tout ce qui est network, c'est les revenus via les systèmes Google Ads. Je crois qu'ils ont des revenus aussi publicitaires sur leur plateforme mobile. Ensuite, vous avez des revenus des clouds qui représentent 7% des revenus. Après, vous avez ce qu'ils ont classé dans Other, qui est un peu un fousi-tout. Vous avez les revenus de YouTube Premium, les revenus de Google Play là, pour la musique, tout ce qui est vente de hardware, donc les petits objets connectés, le truc Nest là, pour piloter le chauffage à la maison. Donc tout ça, ça représente 11% des revenus. Et puis après, vous avez une fraction des overbets qui est tout simplement en pratique du capital risque d'investissement sur des marchés disruptifs. Donc ils ont un projet de conduite automobile autonome sous Waymo, bien sûr l'intelligence artificielle. Ils ont un projet médical là, de recherche sur le vieillissement. Enfin bref, ils ont tout un capital risque d'investissement sur des projets disruptifs, mais qui pour l'instant bien évidemment ne représentent que des revenus à titre très très marginaux et à perte pour l'essentiel. Alors un mot sur le cloud, effectivement tout le monde sait que Amazon est le leader mondial avec Microsoft derrière avec son système Azure. Mais Google est quand même en 3e position. Alors c'était des données de 2020, mais globalement c'est toujours valable aujourd'hui, avec 10% du marché, un peu moins pour Google. Donc aussi une entreprise bien imposée, bien exposée au business du cloud, qui comme vous le savez est en pleine croissance. Un petit mot sur YouTube, effectivement, que vous connaissez bien évidemment parce que c'est la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo. Actuellement, c'est le 2e site le plus visité au monde. C'est plus de 2 milliards, je crois que c'est 2,4 milliards au dernier chiffre même, d'utilisateurs par mois, et c'est 122 millions par jour. En termes de réseau social, vous voyez, ça se compte, c'est le 2e réseau social après Facebook au niveau mondial. En termes de YouTube Premium, donc la version payante, c'est que 50 millions d'utilisateurs actuellement. En moyenne, les spectateurs, ils passent 18 minutes par jour et c'est en croissance. Forte croissance, ça aussi. Et pour YouTube en 2021, ça représente 28 milliards de revenus. Et ça a accru de 30% sur l'année 2021 vis-à-vis de 2020. Et 28 milliards de revenus, c'est à peu près les revenus de Netflix sur la même année. Donc en soi, YouTube, juste avec la pub YouTube, il y a autant de revenus que tout Netflix. Donc on voit tout simplement que c'est énorme. Et ça représente que 11% des revenus de Google. Pour vous donner une petite idée de la taille du truc, quoi. Bon, en termes de répartition géographique, grosse implantation américaine, 46% du business, 31% Europe, Moyen-Orient, Afrique,
18% Asie-Pacifique, et puis 5% dans ce qu'ils appellent Over Americas, donc je pense que c'est l'Amérique latine, et puis sans doute le Canada, même si c'est pas précisé dans leur compte. Voilà un petit peu pour le business. Je vais pas plus loin parce que vous connaissez l'entreprise et on est tous des utilisateurs de ces produits, donc là-dessus je développe pas. Alors sur l'analyse fondamentale, si on s'intéresse au compte des résultats de ces dernières années, on voit que le chiffre d'affaires est en forte croissance, plus de 24% en croissance annualisée. Le revenu net qui explose avec 58% annualisé de croissance depuis 2017, sachant que c'était déjà une entreprise énorme. Et elle a quand même réussi à délivrer des résultats tout simplement spectaculaires. Et dans le même alignement, une augmentation annuelle de son free cash flow de 29%. Donc une entreprise énorme avec des taux de croissance malgré la taille de l'entreprise qui restent très élevés. En termes de profitabilité, c'est tout simplement exceptionnel. Marge brute 57%, marge nette plus de 29%, donc exceptionnel. ROA 32%, rien à dire. ROA pour ce type d'entreprise, je sais pas trop l'intérêt. Le ROIC 28%, donc ça c'est juste exceptionnel. Très peu d'entreprises qui développent de telles performances. Moi je m'intéresse toujours quand je me pose un petit peu sur l'entreprise de savoir si elle a un ou plusieurs aspects de motte, donc de barrières, davantage concurrentiel durable, autrement dit, donc un des critères préférés de Warren Buffett. Donc bien évidemment il y a une barrière à l'entrée, même avec énormément de cash, vous ne recréerez pas l'effet réseau d'un YouTube et de contenu d'une entreprise YouTube, vous ne recréerez pas l'immense cumulatif de données via Google et dont se sert Google pour ses systèmes de publication. Il y a une barrière à la sortie notamment pour les systèmes de cloud, donc ça aussi ils en bénéficient sur cet aspect-là. Il y a un effet réseau évident sur un réseau social, enfin si on doit l'étiqueter comme un réseau social comme YouTube. C'est une entreprise qui a un positionnement extrêmement dominant en termes de recherche internet, en tout cas sur les pays développés occidentaux, on va dire Amérique du Nord, Europe. On voit bien que tout le monde grosso modo utilise le moteur de recherche Google, et donc si vous voulez être référencé dans les moteurs de recherche, on voit bien que ça passe par là. Donc extrêmement dominant, et bien sûr il y a aussi dans cette entreprise des actifs intangibles avec des algorithmiques, des données immenses de data, des brevets sur l'intelligence artificielle, etc. Donc un mode multiple, varié, sur différents aspects de ces secteurs. Tout simplement une entreprise incroyable de cet aspect-là. En termes bilanciels, ça va être très rapide. En fin 2021, vous avez 139 milliards de dollars de cash ou équivalent, une dette long terme de seulement 14 milliards. Donc dette, en gros, situation bilancielle extrêmement positive à l'aller. C'est une entreprise qui est pleine de cash. 139, c'est tout simplement énorme, donc ça lui permet de voir venir, de racheter des actions s'il faut, de faire des investissements, de racheter des grosses entreprises si besoin. Voilà, c'est une montagne de cash. En termes de valorisation, alors c'est là où la clé est la clé sur cette entreprise. C'est bien sûr une entreprise magnifique, mais qu'en est-il de sa valorisation? Donc on a un PER actuel qui est autour de 24, un VE sur EBITDA à 21, un price to free cash flow à 27 et un price to book à 8. Alors, price to book là pour ce type d'entreprise, on s'en fout un peu. Donc un PER à 24 qui est relativement élevé, mais pas non plus délirant comparé à d'autres entreprises de la tech, mais avec des taux de croissance qui sont encore très élevés. Donc si ma façon de calculer le PER, c'est d'utiliser le PER actuel sur les taux de croissance précédents, et si on utilise le taux d'année de croissance sur les dernières années des revenus, on était, je vous rappelle, à 58% annualisé, donc tout simplement énorme. Donc si on l'utilise sur le PER, on est avec un PEG largement inférieur à 1. Alors bien sûr, on est plutôt même au niveau de 0,5. Donc bien évidemment, on ne peut pas
partir du principe que le taux de croissance de ces revenus va croître au même rythme, mais on pourrait imaginer quand même un taux de croissance des revenus à 20 ou 25%, tout en étant relativement conservateur vu la lancée de cette entreprise. Donc on peut imaginer que le PEG est inférieur à 1. En tout cas, c'est comme ça que par exemple le class Morningstar, selon sa propre façon de le calculer, en tout cas actuellement il est en dessous de 1. Ce qui est très intéressant pour une entreprise de croissance. Ça veut dire que sa valorisation de croissance est correcte et pas survalorisée. Enfin, c'est un indicateur en tout cas pour dire ça. Alors moi, vous savez que j'aime bien utiliser un des scénarios de valorisation en partant du bénéfice par action. Donc si je pars du bénéfice par action de l'année 2021 qui est de $112, si j'applique à ce bénéfice par action un taux de croissance de 18% sur les 5 prochaines années, puis de 12% avec un PR terminal à 15, j'aurai une valorisation terminale dans 10 ans à un peu plus de $6 700. Donc si je cherche à avoir un retour sur investissement supérieur à 10%, il faut que je rentre en dessous de $2600. Donc ça c'est mon scénario, on va dire intermédiaire. J'ai fait un scénario plus optimiste avec des taux de croissance plus élevés, donc 25% sur les 5 prochaines années, puis 10% et un PR de 18, qui n'est pas totalement inatteignable au vu des performances de ces dernières années. Alors là on a un retour sur investissement supérieur à 10%, même jusqu'à $3800 si on entrait actuellement. Et puis je vous ai mis un scénario plus négatif pour avoir des points de repère, même si c'est des points très, très grossiers. Donc $2600, on n'est pas très loin de la valorisation actuelle de l'entreprise. Donc c'est à peu près ce que valorise le marché. Donc en tout cas voilà, c'est à mon avis ce que valorise à peu près le marché, puisque je pense que c'est ce qu'on peut attendre d'un investissement sur ce type d'entreprise. Alors à côté, je vous ai mis, alors je sais pas si vous le savez, mais l'entreprise a annoncé qu'il y aurait un split de ses actions de 1/20 au courant de l'été, je crois que c'est au mois de juillet. Donc je vous ai divisé la somme de points d'entrée par 20 pour les plus flemmards d'entre vous. Donc $130 pour un scénario normal, $191 pour le scénario optimiste et $58 pour le scénario le plus pessimiste. Voilà, ça reprend ça sur le earning per share. Donc vous avez effectivement un taux de croissance de 58% sur les dernières années. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi, donc ils ont un programme de rachat d'actions. Donc on voit que sur les dernières années, on a une diminution significative du nombre d'actions en circulation d'environ 1% de réduction par an. Donc une politique de l'entreprise d'effet relutif pour l'actionnaire tout à fait satisfaisante. Donc un élément supplémentaire positif, en sachant que c'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes. Voilà. Alors un petit mot d'analyse technique. Donc là, le graphique en données hebdomadaires. Donc on voit que sur les dernières années, croissance presque parfaite des cours de bourse, un petit retour sur la moyenne mobile de 100 périodes au pire de la crise Covid, qui était sans doute un très 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 beau point d'entrée. Alors le graphique est en données logarithmiques, effectivement, pour ce type de croissance, il faut utiliser des données logarithmiques pour regarder ça. Moi, j'ai dessiné une zone support dans les zones qu'elle est venue retoucher plusieurs fois ces derniers temps, autour de $2500, qui correspondrait, selon mon niveau de valorisation, à un point d'entrée intéressant, mais sur lequel malheureusement je ne suis pas rentré. Et un niveau un petit peu plus bas si le marché était rentré en correctif, qui serait encore plus intéressant, autour des $2100. Juste, on voit qu'il y a une divergence baissière sur le RSI, donc à voir. Au moment où j'enregistre la vidéo, le titre est autour de $2700, donc un tout petit peu au-dessus de ce que je souhaiterais. Là, le problème pour lequel je ne suis pas encore rentré sur cette entreprise, effectivement, c'était le prix de l'action, parce que moi j'aime bien rentrer en plusieurs fois.
Donc c'est vrai que c'est difficile de moyenner ces niveaux d'entrée quand la part est à 2700$ ou 2500$. Donc c'est vrai que bon, je reste à l'affût. Si on descendait notamment aux 2127$, sinon j'attendrai malheureusement le split pour pouvoir étalonner mon entrée sur l'entreprise à titre personnel, en sachant qu'actuellement j'ai pas le cash suffisant pour acheter une part totalement entière sur mon compte titre. Alors un mot en conclusion. Donc si on s'intéresse au business, bon, la compréhension du business model il est complexe, donc là pour moi c'est une petite limite parce qu'il est extrêmement énorme, extrêmement complexe, extrêmement technique, même si j'en comprends les grandes lignes. Le business il sera là bien évidemment là dans 10 ans. À titre personnel, je suis consommateur de ces produits et je les apprécie. Comme on l'a vu, il y a un motte majeur pour cette entreprise et même plusieurs mottes majeurs pour cette entreprise. Il y a, semble-t-il, une réserve de croissance encore importante. Ça sort sur un méga trend, donc sur le plan du business model, que des éléments verts, selon moi. Et en termes de données financières, la croissance, elle est magnifique. La croissance en temps du reste encore élevée. Les marges sont incroyables. Le ROE et le ROIC, on l'a vu, ils sont exceptionnels. Il y a une augmentation progressive d'une année à une autre du free cash flow. Une augmentation du shareholder equity qui va dans le même sens. Le bilan, il est tout simplement excellent. Politique relutif, donc de rachat d'actions de l'entreprise. Donc ça, c'est encore un point positif. Et la valorisation me semble pas délirante. Donc que des éléments verts pour rentrer sur cette entreprise. Bon, il faut quand même chercher des petits points négatifs. Les seuls points négatifs, c'est que c'est une entreprise, à mon avis, qui est trop forte. Donc ce qui la menace, c'est la régulation. Alors c'est un vieux serpent de mer, on en parle beaucoup, mais malgré tout, elle devient énorme. Elle est avec Meta, elles aspirent une grosse majorité des revenus publicitaires sur Internet. Donc peut-être qu'un jour on va se poser la question quand même de la fractionner, ça devient tellement important, elles sont tellement profitables, c'est tellement un montant de cash que à mon avis c'est pour l'instant, à l'état actuel des choses, la seule menace pour cette entreprise. Et un petit bémol néanmoins, c'est la dépendance vis-à-vis de ses revenus publicitaires, ça représente néanmoins plus de 80% de ses revenus. Après, comme on l'a vu, elle a énormément de positifs et en plus on avait pour tout ce prix-là un capital risque entre guillemets gratuit, avec une entreprise qui sait faire, qui a les moyens pour se lancer dans des nouveaux business qui peuvent être disruptifs dans les années à venir. On l'a vu, conduite autonome, intelligence artificielle, même un pied dans la recherche médicale, enfin bref. Une entreprise, à mon avis, exceptionnelle, pas si cher que ça quand on la recontextualise vis-à-vis de son bilan et de ses taux de croissance. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi, mais n'oubliez pas de faire votre propre analyse. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit like est le bienvenu et à bientôt.